Explication spirituelle 65, quelques mots sur l'alchimie, sur la pierre philosophale. Je précise d'emblée que ce que je vais dire dans ce texte sera nettement diverge par rapport aux conceptions, déjà diverses et divergentes entre elles, de nombre de praticiens et de nombre d'enseignants de l'alchimie eux-mêmes, anciens et actuels. Je ne suis ni un praticien de l'alchimie, ni un enseignant de l'alchimie, mais en tant qu'enseignant spirituel ayant une certaine connaissance des sciences psychiques et des sciences énergétiques, il se pourrait que quelques considérations générales, observations et réflexions, venant de moi et portant sur le sujet de l'alchimie, puissent présenter quelque intérêt pour les curieux et pour les interrogatifs. Et ce que nous pouvons poser ceci d'emblée, il n'existe aucune pierre philosophale en tant qu'objet matériel de quelque nature et de quelque forme, qui soit capable de transmuter littéralement le plomb en or, et plus généralement de transmuter littéralement des métaux vils en métaux précieux. La transmutation atomique signifie retirer ou ajouter des nucléons au noyau d'un atome, et aucun processus de nature chimique et de nature mécanique ne permet d'affecter de quelque manière le noyau d'un atome. L'alchimie de laboratoire est essentiellement de la chimie et de la mécanique, depuis les processus de broyage et de transformation en poudre, jusqu'au processus de distillation et de décantation, en passant par d'autres processus encore. Il y a là simplement des opérations chimiques et des opérations mécaniques, et le niveau de concentration de l'alchimiste au laboratoire n'y change rien, et quelqu'un dont le niveau de concentration permettrait de créer un champ énergétique susceptible de stimuler significativement une transmutation atomique d'éléments, serait au moins aussi puissant psychiquement que le Rabbi Jésus des Évangiles. Au fil de l'histoire, quelques audacieux escrocs ou quelques audacieux manipulateurs ont bien essayé de faire passer pour de la transmutation des métaux vils en métaux précieux, de simples subterfuges autour de teintures chimiques, donnant des aspects d'or à quelques métaux. Aujourd'hui, du fait du développement des connaissances scientifiques et des tests d'identification de la nature chimique et physique des éléments, de tels subterfuges ont complètement cessé. N'importe quel orfèvre moderne est aisément capable de démasquer de telles supercheries. Pour réaliser une transmutation atomique, il faut, soit disposer de machines capables de produire des accélérations et des collisions de particules d'une puissance extrêmement élevée, ce que les physiciens aujourd'hui savent faire grâce aux accélérateurs de particules, soit disposer de machines capables de produire des champs magnétiques dynamiques d'une puissance extrêmement élevée, ce qui n'est pas encore acquis. Et dans les deux cas il faut des connaissances technologiques expertes qui ont plus à voir avec l'expertise en sciences physiques, plutôt qu'avec des doctrines alchimiques. Si vous analysez le discours des alchimistes modernes qui prétendent détenir la pierre philosophale, au sens de quelque chose qui permettrait effectivement de faire de l'or, vous ne manquerez pas de noter leurs habiles esquives chaque fois qu'il est question d'essayer d'avoir quelques démonstrations concrètes de cela, même dans un cadre privé et discret, même sous la forme de quelques expériences concrètes qui seraient effectuées dans des conditions informelles et confidentielles. Sinon, d'autres qui prétendent détenir la pierre philosophale, vont s'évertuer à en donner une conception abstraite dès que vous essayez d'obtenir quelques clarifications sur la relation entre la pierre philosophale et le fait de faire de l'or. Le fait est que la pierre philosophale au sens d'un objet de quelque nature permettant de faire de l'or, cela n'existe pas, et la seule chose qui se rapproche d'un objet permettant plus ou moins quelque transmutation atomique, ce sont les accélérateurs de particules, et là il s'agit de physiciens et non d'alchimistes, et les physiciens ne prétendent pas qu'ils maîtrisent finement le processus au point de produire de l'or quand ils veulent, et le processus lui-même coûterait infiniment plus cher, en l'état, que la valeur de n'importe quelle quantité d'or qu'ils pourraient produire. Dans l'idée générale, si la pierre philosophale existait, c'est-à-dire l'idée par exemple d'une poudre de projection que l'alchimiste pourrait élaborer dans son laboratoire, et qui aurait en effet la propriété de transmuter des métaux communs en or, en étant projeté de quelque manière sur ces métaux, ou en étant mélangé de quelque manière à ces métaux en état de fusion dans un creuset, dans l'idée générale disions-nous, le possesseur de la pierre philosophale serait devenu maître de la richesse, étant donné que la richesse est indexée sur l'or, pour le dire simplement. Si la pierre philosophale était une vraie possibilité dans les conditions des travaux de laboratoire alchimique, alors oui, en effet, essayer d'en maîtriser l'élaboration serait une quête des plus importantes parmi toutes les quêtes auxquelles l'homme peut s'adonner en incarnation. Ce que je dis ici, c'est que malheureusement les alchimistes qui cherchent vraiment la pierre philosophale, au sens de quelque chose qui permettrait de faire de l'or, sont dans une impasse totale et absolue, et y consacreraient-ils toute leur incarnation, que cela n'y changerait rien. Mais il est possible de comparer, d'une manière fonctionnelle générale, de comparer la pierre philosophale à quelque chose d'autre, de bien précis, dont les possibilités de réalisation sont autrement plus réelles, sans que cela ne soit facile, loin s'en faut. Dans le domaine de la magie rituelle sacrificielle,
la vraie magie rituelle sacrificielle, pas l'une ou l'autre de ces imitations culturelles, de ces déformations culturelles et de ces appauvrissement culturel, dans le domaine de la magie rituelle sacrificielle, celle qui comprend l'art d'invoquer magnétiquement des génies et d'énergiser vitalement des génies à partir de l'art des sacrifices animaux rituels, la magie rituelle sacrificielle enseignée aux mages, appelons-les ainsi, par des génies eux-mêmes, et dans laquelle les différents rituels sacrificiels sont définis préférentiellement par des génies eux-mêmes, je disais donc, dans le domaine de la magie rituelle sacrificielle, il existe la possibilité de créer des réceptacles magiques dans lesquels vont apparaître des choses spécifiques, ces réceptacles se remplissant au fur et à mesure qu'on récolte ce qu'ils contiennent. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, et je ne suis pas en train de dire que n'importe qui sacrifiant quelques poulets sur un monticule de terre pourrait y arriver. Mais je dis que les grands mages de la magie rituelle sacrificielle, qui se distinguent davantage par leur connexion psychique avec des génies, sont capables de réaliser des réceptacles magiques, dans lesquels par exemple il serait possible de faire téléporter de l'or, le réceptacle se remplissant de nouveau au fur et à mesure que cet or serait récolté. Certes, il y a beaucoup qui prétendent pouvoir réaliser des prodiges en ce domaine, et ceux qui maîtrisent réellement ces choses demeurent inaccessibles au kidam même le plus curieux. Est-ce que je peux dire que j'ai réalisé un réceptacle miniature de cette sorte, qui a fonctionné juste une fois, juste de quoi m'assurer moi-même que ces possibilités sont bien réelles. Je l'évoque seulement en passant, que personne ne me fasse la démonstration de sa maladresse relationnelle absolue, ou pire de sa bêtise béate absolue, en posant des questions, en public comme en privé. Ce n'est pas parce qu'il est possible d'évoquer brièvement certaines choses, qu'il conviendrait de les développer. Qui se retrouverait détenteur d'un réceptacle magique produisant de l'or, aurait entre ses mains un moyen puissant pour maîtriser la richesse, mais encore lui faudrait-il des trésors de tactique et de stratagème pour se servir de cet or obtenu magiquement, afin de se bâtir une fortune en bonne et due forme. Je ne suis pas un grand mage de la magie rituelle sacrificielle, et je n'encourage personne à chercher à entrer en contact avec ce milieu, d'autant que ce milieu est extrêmement difficile d'accès, et celui qui voudrait y accéder, se perdra certainement dans la vallée des escrocs en tout genre. Si la pierre philosophale n'existe pas en tant que quelque chose permettant réellement de faire de l'or, est-il possible que cela renvoie à autre chose? L'alcool est une substance qui affecte le cerveau, modifiant son fonctionnement, et en termes généraux, il en est ainsi également des drogues végétales ou chimiques, il en est ainsi également des plantes psychotropes, des plantes dites initiatiques. Ce que nous soulignons ici, c'est l'idée générale d'un substrat matériel capable d'affecter de manière significative et dirigée le cerveau et ses aptitudes. Une initiation à l'iboga donnera l'expérience de l'activation temporaire mais prodigieuse d'une puissante transe neuro-énergétique, et rien ne saurait être plus différent de l'ivresse d'un trop-plein d'alcool forte. Une initiation à l'ayahuasca donnera lieu à l'activation, également temporaire et également prodigieuse, d'une puissante transe neuro-énergétique, différente de ce qui se passe avec l'iboga, et bien différente d'un simple trip à la cocaïne. Les trois groupes de substrats matériels suivants, les alcools, les drogues et les plantes initiatiques, ont tous des effets significatifs sur le cerveau, mais visiblement dans des sens différents. Et l'idée importante ici, c'est celle-ci, rien n'interdit de penser que quelques développements de préparations initiatiques, très certainement à base de quelques conditionnements et de quelques combinaisons de plantes initiatiques. Rien n'interdit de penser que quelques développements de préparations initiatiques, soient potentiellement capables de produire une activation permanente des capacités neuro-énergétiques supérieures du cerveau. Dans cette hypothèse, l'idée de la pierre philosophale, ce serait l'idée de l'élaboration réussie d'une préparation initiatique, qui peut se présenter sous la forme d'un élixir liquide, sous la forme d'une poudre soluble, ou sous la forme d'un solide friable comme une meringue, une préparation initiatique dont l'ingestion aurait la propriété d'activer de manière permanente les capacités neuro-énergétiques supérieures du cerveau, à savoir, la projection psychique, appelée aussi double vue chez les maîtres Rose-Croix, la lecture psychique, appelée aussi discernement des pensées chez les maîtres Rose-Croix, et le magnétisme, appelé aussi don de guérison chez les maîtres Rose-Croix, pour ne citer que les capacités neuro-énergétiques supérieures. En Égypte antique, on va dire ça ainsi, et prière aux afrocentristes et aux afrocentriques de passer leur chemin. En Égypte antique, l'Égypte des grands mages et des grands hiérophantes, le breuvage de la soma était réputé d'une telle puissance qu'il offrait à l'initié un voyage astral de plusieurs jours, d'une puissance expérientielle incommensurable, dans le cosmos et dans les plans subtils, et quand l'initié se réveillait de cette initiation cosmique à base du breuvage de la soma, il était un homme nouveau, détenteur d'une partie des pouvoirs des dieux.
Une telle initiation nécessitait évidemment une préparation rigoureuse, psychologique et cérébrale. Le breuvage de la soma devait être une préparation initiatique intégrant plusieurs plantes différentes. Devant l'allégorie du jardin d'Éden, la plupart des gens sont incapables de s'ouvrir à l'idée que le fruit de l'arbre de la connaissance pouvait être une manière simple d'imager l'idée d'une puissante préparation initiatique permettant à l'être humain qui en bénéficierait, de vivre une activation permanente de ses capacités neuro-énergétiques supérieures, faisant de lui le possesseur de capacités similaires aux capacités des dieux. Le chamanisme est l'usage naïf des plantes initiatiques, tandis que la science initiatique supérieure, pour la nommer ainsi, comprend qu'il doit exister un art complexe de préparation, afin que de la base des plantes initiatiques aux effets temporaires, altérés et difficilement heuristiques, afin que de cette base, soient élaborées des préparations d'initiatique supérieure, capables de donner à l'homme l'accès à ses capacités neuro-énergétiques supérieures. Il est possible que l'alchimie soit l'héritière déboussolée et perdue de cette recherche de la préparation initiatique supérieure, qui ferait de l'homme un sage, c'est-à-dire une conscience éveillée ayant l'usage de capacités supérieures. C'est avec le sage Pythagore qu'on a commencé à appeler philosophes, les sages, et la pierre philosophale. Telle l'idée d'une préparation initiatique tout à fait matérielle, une pierre, une poudre, un élixir, capable de transformer l'initié en philosophe, en sage éveillé. La pierre qui rend sage, la pierre qui rend philosophe, la pierre philosophale. Est-ce que certains alchimistes ont compris ce qu'ils recherchaient? À partir de quelle époque, la nature du projet et la nature des matériaux primaires à récolter dans la nature ont été perdues? Sensei Cyril Ndongasu.